Moi, je suis Irène Perron, ouais. Je suis la dernière d'une famille de 14. Puis, je suis née dans cette maison. J'ai vécu jusqu'en 1955, quand ils ont bâti la maison voisine. Après ça, bien, j'ai fait mes études ici, à l'école. Et quand je suis sortie de l'école normale, bien là, je suis restée ici. J'ai enseigné à l'école primaire. Et après ça, je suis allée à l'université. À l'université Laval, c'était plutôt rare dans le temps, là. Ah oui, c'était très rare. Il y avait une dame, Laroche, la première, qui a fait son service social, et puis ma sœur, Angèle. Puis après ça a été moi. J'ai enseigné à Gagnonville, j'ai enseigné à Valcartier, et puis après ça, je suis rentrée chez les Oblates. Puis là, j'ai enseigné à l'École normale de Trois-Rivières. Puis je suis allée comme directrice d'école à l'Étang du Nord. Je me préparais à partir pour le Laos. Alors, je suis partie pour le Laos en 66. Là, j'avais un contrat avec l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. J'ai enseigné à l'École normale de Dundalk, à Vientiane, 1 an. Puis après ça, je suis montée à Luang-Prabang, la capitale royale. Une vraie belle petite ville de l'Asie, là, vraiment un bijou. Et là, j'ai enseigné 5 ans. Mon contrat devait avoir 5 ans, mais j'ai demandé une année supplémentaire. Alors, j'ai été pour l'AIDI pendant 6 ans. Je venais tous les 2 ans. Le voyage était payé par l'AIDI. Puis entre les années où est-ce que je venais pas, eh bien, ils nous payaient un certain dédommagement pour pouvoir sortir du pays, puisque le Laos était en guerre. C'était ma prochaine question. C'était la guerre de l'Indochine, oui. La guerre du Vietnam. Oui, c'était la même chose que le Vietnam. C'était exactement parce que l'Indochine, le Cambodge, puis le Laos, ça faisait partie de l'Indochine. C'était comme à Luang Prabang que ça arrivait le plus souvent pendant la saison sèche, parce que les patates là-haut pouvaient plus facilement traverser les rivières. Mais ils bombardaient surtout pour les avions sur l'aéroport, quoique l'aéroport était à peu près à 1 kilomètre de la ville. Le plus compliqué, c'était la nuit, quand on entendait la mitraillette au quartier généraux qui était presque dans la ville. Alors là, on disait, bien, ils sont proches. Mais le canon qu'on entendait, ça faisait du bruit dans la montagne, là. Mais c'est sûr que c'était dérangeant. Mais ça ne durait pas tellement longtemps. Dès que les pluies recommençaient, bien là, ils ne pouvaient plus traverser les rivières. En 1973, je me suis retournée pour enseigner à Vientiane dans un lycée, une école indépendante, une école privée, le lycée de Dar es Salaam. Le français, l'histoire de l'Asie, que je ne savais pas du tout, que j'ai appris en l'enseignant. Et quoi encore dans la géographie? Wow. Ah oui, tu sais, on apprend sur le tas, hein? Alors, j'ai enseigné à Dar es Salaam. Et après ça, là, quand le Laos a obtenu son indépendance, que les patates Laos sont rentrées, que le gouvernement est devenu communiste, je suis sortie parce que ils n'étaient pas intéressés à garder les étrangers. Ils ne faisaient pas de mal, ils n'en ont pas persécuté, mais les étudiantes qui suivaient leurs parents, qui étaient la plupart des lieutenants ou des capitaines ou tout ça, bien, eux avaient intérêt à sortir. Alors les classes, là, ça diminuait de nombre comme ça. Donc, je suis allée à ce moment-là à Bangkok, et puis j'ai travaillé pour les réfugiés, l'agence de réfugiés. Et après ça, bien, je me suis envenue ici en janvier 1976. Ensuite, je suis allée enseigner à l'école de langue à Chicoutimi, à l'université de Chicoutimi. À l'école de langue, j'ai enseigné pendant 20 ans. Ça, c'était vraiment agréable à enseigner parce que les étudiants étaient intéressés parce qu'ils payaient assez cher pour... il fallait qu'ils leur en donnaient pour leur argent, comme on dit. Quoiqu'au Laos, ça a toujours été agréable d'enseigner. Les étudiants, c'est sûr qu'on avait des grosses classes, 40-50, mais il était stable, il était plutôt tranquille, là, tu sais. Pendant que j'enseignais à Chicoutimi, ben j'ai fait quelques pointes par-ci par-là. En 81, je suis allée en Haïti 5 mois pour travailler avec les lépreux.
Parce que oui, j'avais un de mes amis qui travaillait avec les lépreux au Laos, et puis il m'avait parlé de ça, alors je suis allée. Mais je suis revenue pour enseigner à l'école de langue. Puis après ça, je suis allée à Coudjouac. Donc j'étais 2 ans à Coudjouac, mais je descendais enseigner à l'école de langue pendant l'été. Après ça c'était en 86-88. Après ça, je suis allée à la République dominicaine, en 91, si je me souviens bien. Là, c'était 6 mois pour enseigner au lycée. C'était une de mes amies qui tenait le lycée, puis elle m'avait demandé ça. Après ça c'était en 92, 94, je suis allée avec une de mes sœurs visiter un de mes neveux qui était au Népal. On a fait ça dans 15 jours, on est allé au Népal. C'était vraiment intéressant parce que le Népal, les coutumes, la religion, c'est la même chose qu'au Laos. Et puis en 2000, ben là, j'ai pris ma retraite de l'école de langue et puis je suis partie pour le Laos au mois de septembre pour 5 mois. Et puis une de mes sœurs, avec un de mes neveux, une de mes nièces et une de mes cousines, sont venues me visiter. J'ai trotté pas mal. Vos souliers ont beaucoup voyagé. Ah oui, c'est le cas de le dire. L'histoire de la fromagerie, c'est que c'est mon grand-père Adélard qui a été engagé pour une petite fromagerie dont tu vois la maquette, là. Oui, ça, c'était dans le village, à peu près en face du marché Richelieu. Il a travaillé là, puis ça allait pas bien. Avant qu'il arrive, ça allait pas bien, c'est pour ça qu'il a été demandé. Alors le curé lui a dit, tu vas bâtir une autre fromagerie. Et puis la fabrique a vendu le terrain ici, parce que ça appartenait à la fabrique. Les eaux usées, ça s'en allait, ça passait trop dans le village. Alors ici, ça rejoignait tout de suite le ruisseau Perron maintenant. Alors il a bâti ici, en 1895. Oui, c'est ça, 1895. Là, mon père s'est marié et puis est allé travailler à la fromagerie du Troy. Mon grand-père, comme il était inspecteur de fromagerie, eh bien, ça allait pas bien à la fromagerie du Troy, donc il a acheté, puis c'est mon père qui est allé travailler là. Puis après ça, c'est un de mes oncles, mon oncle Johnny, qui est venu travailler ici. Et c'est mon oncle Johnny qui a fait mettre le 2e étage, parce qu'il y avait seulement un étage. Ça allait pas bien, mon oncle Johnny. Il se finançait pas, puis il avait trop investi pour la capacité. Il avait installé une baraque à beurre, puis un centrifugeur et puis un pasteurisateur. Donc, mon grand-père Adélard a dit à Joseph, ben, tu vas l'acheter. Donc, en 1920, il a acheté. Puis ils sont descendus rester au village en 1922. Il y avait déjà 5 ou 6 enfants. Alors, à ce moment-là, après un an ou 2 après d'être installés ici, ben là, ils ont fini le salon. Ouais, fini cet étage-là. Là. Et faire des chambres plus parce que les enfants continuaient d'arriver. Ben là, la famille a grandi. Puis mes frères, au fur et à mesure qu'ils étaient en âge, ben, l'été, ils travaillaient à la fromagerie. Et puis, ils obtenaient un diplôme de fromager. Il y en a 4 qui ont obtenu leur diplôme. Mais il y a deux garçons de mort. Hein? Il y avait 7 garçons, 7 filles. Mais il y a 2 garçons qui sont décédés, bébés, de maladie. Ouais. Et c'est ça, les garçons, l'hiver, ils allaient dans les chantiers où ils allaient couper le bois sur la ferme forestière là, parce qu'il fallait qu'ils coupent le bois pour la bouilloire, pour le poêle de la cuisine. Donc, il y en a un qui restait avec mon père habituellement, couper le bois, puis les autres allaient au chantier. Il y a le dernier des garçons, Augustin, lui, il n'est pas allé au chantier parce qu'il était beaucoup plus jeune, et puis il est allé à l'école, puis après ça, il commençait à fabriquer l'hiver, donc il restait pour fabriquer. C'était un revenu très, très favorable pour organiser les fermes, parce que organiser les maisons aussi. Après, là, quand on a été organisé la ferme avec une bonne charrue, puis bon cheval, tout ça, mais là, il achetait ce qu'il fallait pour la maison. Le garçon qui descendait, il achetait ce qu'il fallait pour la maison, hein? Ou le mari qui descendait. Puis les filles, on était 7 filles, dont l'aînée, Gabrielle. Elle a arrêté assez jeune d'aller à l'école parce que c'est évident que ma mère avait d'ouvrage. Donc, elle a appris très, très vite à faire de la nourriture. C'était pas une fille qui avait
une résistance terrible. Mais elle s'est jamais plainte, puis elle brassait les grosses marmites de soupe, et puis elle a travaillé beaucoup, mais elle trouvait quand même le temps de travailler, de broder. Oui, oui. Ça c'est pas elle qui l'a fait. Mais elle faisait une broderie beaucoup plus relevée. C'est ce qu'on appelle une broderie Richelieu. C'est pas toutes les brodeuses qui faisaient ça. Moi, j'ai pas été capable d'en faire de ça. Alors, elle a travaillé comme ça, vraiment, là. Moi, souvent, quand je prépare un petit repas de rien, là, je pense à Gabrielle, je dis « pauvre elle ». C'était 7 jours par semaine, hein. Alors, la deuxième de mes sœurs, c'est Thérèse. Elle était après 4 garçons. Donc, j'étais entraînée assez rapidement au gros ouvrage. Alors, elle était plutôt au lavage et au repassage et à l'entretien de la maison, l'entretien de la cour. Et puis souvent, elle allait donner un petit coup de main à la fromagerie. Mais les lavages de la fromagerie, c'était quand même très important. C'était beaucoup, là. Il fallait qu'ils fassent bouillir dans une bouilloire comme ça, là. Il faisait bouillir, oui, au caustique. Alors, ça bouillait, puis des fois, ça renversait un peu, ça avait des petits problèmes. Mais non, il n'y a jamais eu d'accident, par exemple, parce que, oui, avec le caustique, c'était quand même assez sérieux. Alors, ma sœur Thérèse s'est arrêtée d'aller à l'école quand je suis née. Ma mère a dit, bon, ben là, ça va être ta filleule, puis c'est toi qui vas t'en occuper. Alors, en somme, c'est Thérèse qui m'a élevée. Après ça, là, en 1950, je pense, elle est partie à Québec faire son cours en puériculture. Puis là, elle était bonne des enfants. Mais qu'est-ce que tu veux? Les 3 petites dernières, là, c'est elle qui nous a élevés presque. Après ça, ça a été Marie-Paul qui a fait son cours d'école normale, qui a enseigné au 3e rang, qui a enseigné ici. Puis après ça, elle est rentrée au couvent en 1948 avec une autre de mes sœurs, Judith, qui était allée à l'école normale aussi et qui est rentrée, elle, beaucoup plus jeune, rentrée à 17 ans. Elle n'a pas pris le temps d'enseigner, elle est rentrée tout de suite après l'école normale. Mais entre Marie-Paul et Judith, ben, il y a Augustin, qui, lui, est allé à l'école ici, puis après ça, il est allé à l'école de laiterie, mais il a toujours travaillé à la fromagerie ici, et il était un excellent fabricant d'ailleurs, il était très consciencieux. Après, c'était Judith, qui est rentrée jeune. Après, c'était Angèle, celle qui est allée à l'université comme travailleuse sociale. Oui, pour être travailleuse sociale. Et après ça, ben, ça a été moi. Moi, je suis la dernière. La dernière. La petite dernière, comme on dit. Oui. Et puis, ben, pour la fromagerie, eh bien, ils ont continué de fabriquer après la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Là, le gouvernement a envoyé beaucoup d'agronomes et oui, beaucoup de vétérinaires pour enseigner à avoir plus soin des troupeaux, puis à faire des nouvelles, tu sais, avoir des nouvelles races pour qu'il y ait plus de lait. Alors là, la quantité de lait augmentait. Ils ont été obligés de commencer à travailler l'hiver. Et ensuite, il y avait trop de lait l'été, alors ils ont construit un annexe. Et ça a augmenté, et puis là, il était obligé de fabriquer 7 jours par semaine. Il était obligé de fabriquer le dimanche. Comme il ne faut pas aller à la messe, eh bien, il y avait la messe des fromagers à 6 heures le matin. Donc, il y avait la messe des fromagers, puis il y a plusieurs cultivateurs qui en profitaient pour aller à la messe. C'était beaucoup plus court, hein? Plus court, oui, après ça, oui. Et ça continuait comme ça. Puis mon père est décédé en 60, puis là, ça a été ma mère et Augustin qui... Ma mère restait propriétaire. C'est Augustin qui s'occupait de la fabrication. Et puis en 64, si je me souviens bien, là, ma mère, elle a vendu à Albert, l'aîné des garçons. Et puis mon frère Augustin, lui, il est allé travailler à la chaufferie de l'hôpital. Il a changé de domaine parce en ayant fait leur cours de fromager, il y avait un permis de machine à suppression. À cause du gros boiler. Ah oui, exactement. Il fallait qu'il fasse le cours de machine de suppression. Puis ça a aidé les 3 qui ont été obligés de partir, là. Xavier, qui avait la fromagerie du 3, puis Antoine,
qui avait eu la fromagerie au premier rang, mais après ça, qui avait continué de travailler ici. Et Augustin, qui avait toujours travaillé ici. Bien, tous les trois se sont engagés dans des chaufferies comme ça. Oui. Et Xavier puis Augustin ils étaient à l'hôpital de Roberval, puis Antoine était, ça s'appelait Sainte-Élisabeth dans le temps, là. Et il a étudié, puis en fin de compte, il a passé son diplôme d'ingénieur comme machinerie sous pression. Eh bien oui, puis c'est ça qu'il a continué de faire jusqu'à ce qu'il fasse une hémorragie cérébrale. Et puis, ben, après même, il a été capable il a assez travaillé, là, son génie, pour être capable de continuer à travailler un peu. Et Thomas Louis, ben c'est vrai, je vous ai pas parlé de Thomas Louis. Thomas Louis, lui, il n'a pas voulu faire de fromage. Alors, pour exempter les garçons d'aller à la guerre, parce qu'en 1939, là, il y en avait 4 garçons qui étaient d'âge. Il a acheté une terre, ce qu'on appelle dans le bas de la côte, et une terre ici dans le village. Parce que ce qui est un peu bizarre, c'est que les fromagers n'étaient pas exemptés. Pourtant, le fromage était envoyé à 90% en Angleterre. C'est ça qui est un peu bizarre. Puis, ben, ma mère était bien contente d'avoir un cultivateur dans la famille. Les fils de cultivateurs étaient exemptés. Moi, j'étais jeune au début de la guerre, là. Ben, mon âge, actuellement, j'ai 87 ans. 87. Oui, parce que moi, ça me gêne pas du tout de dire mon âge, parce qu'au Laos, c'est un honneur. Ben oui. J'ai pris cette habitude-là, là, que de dire mon âge, que ça me dérange pas. Ah, ben, Albert, ben, il a fait du beurre, puis il a fait du fromage. Ben, d'ailleurs, il faisait du beurre dès qu'il a eu la capacité de faire du beurre. Il est allé au séminaire, mais il a été 2 ans, je pense, puis il est revenu. Et puis, c'est lui qui avait la responsabilité de fabriquer le beurre. Il recevait un peu de crème, mais il achetait surtout le beurre de la Fédération. Quand il s'est marié en 40 quelque chose, là, ben là, il y a eu le beurre à son nom. J'ai entendu avec mon père, là, comme héritage. Il faisait du fromage et il a commencé, pour qu'il y ait une amélioration dans la fabrication du fromage, le gouvernement a organisé des concours. Alors là, c'était la compétition, puis mon frère qui était un peu fier de son... Oui. Ben là, il a forcé beaucoup à avoir une bonne fabrication. Et là, il y a eu des prix, puis il a gagné des prix, puis il a gagné des prix, puis ben, ça a fait tous les prix que la fromagerie Perron a gagné. Pourquoi il n'y en a pas gagné avant? Parce qu'il n'y en avait pas. Oui, du temps de mon père. Mais mon père était très minutieux aussi. Je me rappelle d'être allé avec lui à Chambord parce que l'entrepôt était à Chambord pour la classification. Et puis là, il a posé des questions aux classificateurs sur pourquoi. Et puis pour les autres fromageries aussi, là, pourquoi lui est numéro 2, puis pourquoi. Puis quand il classait ici, bien, il assistait toujours à la classification pour savoir pourquoi telle journée, il ne classait pas 94. Ouais. Albert, ben, il est décédé en 2000, et puis c'est son garçon qui a continué. Et là, il a été obligé de prendre des parts avec... Oui, il y a eu des partenaires, justement. Il y a eu la caisse, il y a eu le directeur, puis Jean-Marc. Jean-Marc a vendu ses parts... oui, parce que Nutrinor a acheté. Nutrinor a acheté. Alors, quelques années après que Nutrinor ait acheté. Et puis, moi, je suis arrivé en 2000, puis j'ai continué de m'occuper à bien des affaires. Ça a été la chorale, ça a été... bien, d'abord, le musée, je me suis occupé beaucoup du musée. C'est Madame Lise Fournier qui préparait une thèse de doctorat sur les fromages, l'histoire des fromageries du Québec. Puis c'était de rénover une vieille gare, mettre ça en fromagerie. Puis ça ne l'intéressait pas du tout. Alors, elle est retournée à Ottawa, puis elle dit, ça ne m'intéresse pas. Puis là, ils ont dit, ben allez donc voir Lac-Saint-Jean, là, loin. Il y a un monsieur qui a une vieille fromagerie. Et puis, elle s'est emmenée. Eh bien, là, c'était extraordinaire. Puis Albert qui parlait, puis qui avait beaucoup de mémoire, puis qui racontait tout ce qu'il connaissait de la région. Eh bien, elle a fait vraiment sa thèse de doctorat. Et puis, elle l'a soutenue
d'une manière extraordinaire. Parce qu'évidemment, elle a invité la famille Perron. Alors moi, je suis allée avec la femme d'Albert et puis Angèle qui était à Québec et puis Augustin qui était à Québec aussi. Et puis, c'est impressionnant, c'était une soutenance de thèse. Hein. Nous autres, on était là, puis après ça, il y avait la liste de docteurs, là, puis elle était là, puis il posait des questions. Et les questions étaient tellement longues, là, moi, j'avais oublié le début. Et puis, tout à coup, il y en a un qui dit « Madame Fournier, pouvez-vous nous dire le secret du fromage Perron? » Elle savait plus quoi dire, hein? Alors, elle dit « Monsieur Perron, elle dit, dites-le si vous voulez. » Il se lève, il dit, il n'y en a pas. T'as vu les docteurs? Non. Ben, c'est ça. Ben, il dit, il suffit de faire bien attention à la propreté, au degré d'acidité, à la température. Il faut faire attention à ça, et puis ça fait du bon fromage. C'est un art. C'est un art. C'est un art. Pour n'importe quel petit fromage là, qui fabrique à domicile, là, c'est un art. C'est du grand commercial. Ils ont toujours exporté en Angleterre. Là, ils n'exportent plus en Angleterre parce que les contrats ont changé, mais c'était fabriqué. L'histoire des fromages au Québec, c'était pour l'exportation en Angleterre. C'est pour ça que ça s'appelle cheddar. Une fois que le fromage était classé ici, il s'en allait à Montréal. Et après ça, il était reclassé à Montréal parce qu'il avait vieilli. Et ceux qui étaient classés numéro 1 prenaient le bateau puis s'en allaient en Angleterre. Numéro 2 restait ici, ou presque. Ce qui a été question que la reine avait mangé du fromage Perron, mais ça, pas de preuve. Ça a été l'histoire de la fromagerie Perron. Puis actuellement, ben, ça se continue. Ils ont gardé évidemment la marque. Hein, parce que où ils le vendent maintenant, c'est qu'ils en ont envoyé dans toutes les provinces, dans la province de Québec, ils en vendent partout. Oui, en Abitibi, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, on trouve du fromage Perron. Ouais. Je sais qu'ils en ont vendu en Colombie-Britannique. Ça, je sais qu'Albert m'avait parlé de ça. Bien, la plus belle réussite, je crois que c'est d'avoir gardé une fromagerie comme ça pendant 4 générations. Adélard, Joseph, Albert, Augustin et puis Jean-Marc. Alors, tu sais, ça fait presque, avec Augustin, là, ça fait presque une 5e génération, parce qu'il y avait quand même une bonne différence avec Albert. Et puis d'avoir gardé une famille comme ça qui a vécu de la fromagerie jusqu'à ce qu'elle soit vendue à Albert. Tu sais, la famille a vécu de cette fromagerie-là. Et c'est ça, que tout le monde a bien aimé manger du fromage. Ah, puis ça, on a mangé. De toute manière, je pense que c'est fondamental pour l'économie du pays, parce que l'agriculture, les produits laitiers, il faudra toujours qu'il en fasse, et puis du fromage, il faudra toujours qu'il en fasse. Alors, je pense que c'est à venir assurer. Puis du fromage, c'est quand même une alimentation de base. Oui. Tu sais, ça nourrit bien sa personne, et puis, oui.